Alors Greg, tu fais grève? Carrément, j'ai tout bloqué, on va pas se laisser faire, Rémi. Attends, tu crois qu'on va pouvoir avoir une retraite? Une retraite? Mais non, de quoi tu parles? Je parle de la grève de Reddit, moi. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Ça va et toi, Rémi? Écoute, super, en ces temps de grève, c'est merveilleux. Et ouais, donc la grève des retraites suit la grève de Reddit, alors qui est moins suivie, je pense, en France. J'ai pas vu de Je suis pas convois et sûr. et de défilés. Les Non, gens ne se non, battent pas non. pour les sujets importants, je te le dis, moi. Oh là là, c'est clair. Euh, mais bon, avant de vous en dire plus, on prend 2 minutes pour remercier nos auditeurs. Absolument. Merci à vous qui nous écoutez, toujours plus nombreux, à nos nouveaux abonnés qui viennent juste d'arriver. Si vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents ou à écouter les épisodes précédents parce qu'on essaye de faire des sujets qui sont pas forcément dans l'actualité, des sujets au long cours, genre l'intelligence artificielle, la course à l'espace, enfin voilà quelques-uns qui me viennent en tête. Mais on a plein de sujets vraiment très différents qui ne sont pas obsolètes d'une semaine à une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à redécouvrir d'autres épisodes. Est-ce que tu en aurais un, Greg, là, qui te vient en tête comme ça tout de suite? Je suis désolé, on n'est pas préparé, mais voilà, je lance. Écoute, oui, j'en ai un qui me vient en tête. C'est les épisodes sur ChatGPT. Moi, Ouais, c'est vrai. j'aime bien. Ouais, j'avoue. Celui dans lequel on donne des cas d'usage. On le mettra dans les notes, mais celui-ci, il était sympa parce que voilà, ça montrait des cas très concrets d'utilisation de ChatGPT. Il a quelques mois, mais honnêtement, il est tout Il est aussi encore à valable jour. aujourd'hui. Complètement. Super. Et avant d'écouter ces autres épisodes, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que nos éditeurs pourraient faire? Il nous notait, bien entendu. Nous, tu Ouais. sais, je sais que c'est la fin de comment dire, de la période scolaire avec les dernières notes qui tombent. Nous, C'est on vrai. a envie de continuer à recevoir des notes tout l'été. Donc, n'hésitez pas à nous balancer vos meilleures notes jusqu'à 5, parce que Bon, à partir de 5, je dirais même. ça s'arrête à 5. À Pour partir de 5 commencer, sur 5, voilà. entre 5 et 5 sur 5. Et ça, du coup, ça nous aide beaucoup à faire découvrir l'épisode, le podcast. Oui. Et puis, je remercie, j'ai une collègue qui m'a partagé un peu plus tard qu'hier, le hasard du calendrier, le fait qu'elle a fait découvrir notre podcast Ça c'est sympa. à 2 personnes en live, tu vois. Donc du coup, bienvenue si vous êtes des nouveaux auditeurs envoyés par Élise. Voilà, les personnes se reconnaîtront si c'est le cas. Merci, Élise. Et merci Élise. Du coup, juste un petit mot aussi vous avez possibilité de laisser un commentaire audio sur chaque épisode. Donc il y a un lien qui se situe dans le footer, au bas de chaque épisode. Et j'ai même remarqué qu'il était sur la page de notre podcast sur Encore et sur Spotify. Et du coup, d'ailleurs, je crois qu'Encore n'existe plus tellement en tant que tel. Ça s'appelle Spotify Podcast. Et donc, vous avez vraiment le lien sur la page du podcast pour enregistrer un petit message vocal. Et ça marche très, très bien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un commentaire, un partage, une idée de sujet, on prend. Carrément. Ok, du coup, de quoi on parle, Rémi? Alors, c'est marrant, ça arrive pas souvent, mais c'est un sujet, quand on s'est dit de quoi on va parler, tous les deux, on est venus exactement avec la même idée de sujet, preuve que c'est un sujet important. Donc, on aura l'occasion d'expliquer chacun pourquoi on pense que c'est un sujet important à traiter aujourd'hui. Et du coup, on va parler de Reddit. Voilà, cette plateforme qui est assez peu connue en France, même si je pense que de plus en plus, mais qui est utilisée par par des millions d'utilisateurs chaque jour. Mais avant ça, je voudrais faire un petit récapitulatif de pourquoi on en parle. C'est assez important ce qui se passe. En fait, le 18 avril dernier, Reddit, la plateforme, a annoncé que les accès via API allaient devenir payants. Et ça, c'est en réponse aux moteurs d'intelligence artificielle qui ont besoin d'énormément de quantités massives de données pour se nourrir et pour créer un modèle qui permet de ressembler par exemple à ChatGPT. Et donc Reddit, c'est génial parce que dessus, vous avez depuis une grosse dizaine d'années des millions d'utilisateurs qui postent quotidiennement plein de textes. Et donc ça, c'est voilà, pour l'intelligence artificielle, c'est parfait parce que c'est des vrais humains qui ont écrit des posts qui vraiment parlent de tout. Donc, sur le papier, les API, les faire payer, pourquoi pas? Parce que une entreprise, elle peut pas prendre en charge tous ces coûts-là, surtout si c'est son business model. Mais avant ça, les API, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes à ce sujet, une API, c'est en sorte de lien, en fait, qui permet d'accéder à certaines briques d'un service
pour soit améliorer, soit approfondir l'expérience. Des exemples concrets. C'est ce qui permet de faire parler deux applications. Ensemble, exactement. Ouais, tout à fait. On peut, on doit carrément simplifier. Ouais. Et donc, par exemple, Apollo, c'est une sorte c'est une interface pour Reddit, mais qui n'est pas l'interface de Reddit. C'est ce qu'on appelle un client et qui est là pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et donc, à chaque fois, par exemple, dès que vous allez vous inscrivez sur Apollo, mais ça va créer votre compte sur Reddit. Et donc, pour ça utilise des API. Ensuite, quand vous allez liker un post, ça va faire une API, un appel vers l'API pour dire ah bah tiens, machin a liké tel post, et ça va se refléter dans Reddit. Et les API, c'est vraiment un moyen d'interroger ou d'interagir avec une application depuis une autre application. Et donc il y a plein de cas d'usage des API. C'est sans limite. Je vais donner un exemple, mais toutes les notifications que vous recevez déjà dans votre téléphone, ça fonctionne avec des systèmes de push et d'API à un moment donné. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est vraiment que les API permettent d'interagir et de créer un lien. Et donc, il y a des choses très évidentes quand on essaye de reproduire un service, comme c'était le cas d'Apollo. Bon, remarquerez que je parle au passé. Ça permet vraiment de mimer l'interface d'une application pour proposer une meilleure expérience. Et donc, comme ça a vraiment la possibilité d'interroger l'application en permanence, ça permet vraiment de faire toutes les mêmes fonctionnalités, mais dans un autre contexte. On a beaucoup parlé des API d'OpenAI, notamment pour faire fonctionner ChatGPT dans d'autres applicatifs. Et là, typiquement, Apollo, c'était une application qui reprenait toutes les fonctionnalités. Et donc ça, c'est un exemple d'API, mais les intelligences artificielles utilisaient les API autrement pour justement s'alimenter en contenu, notamment. Ouais. Et le problème de passer cette API qui jusque-là était gratuite, c'est que les prix sont assez élevés. Et donc, il y a pas mal d'applications qui vont pas pouvoir suivre, notamment Apollo dont je parlais tout à l'heure, qui passe de 0 $ d'utilisation à an à 20 millions de dollars par an. Parce que l'application, on sait pas exactement combien elle fait. Moi, j'ai trouvé des chiffres, le fondateur qui disait qu'il avait à peu près 50 000 utilisateurs payants qui payaient 10 $ par an, donc ça fait un chiffre d'affaires de 500 000 $. Mais je trouve un autre article sur The Verge sur lequel, comme quoi, il n'a pas donné les vrais chiffres. Non, il n'a pas donné les vrais chiffres, mais quand The Verge l'a interviewé en parlant de millions de dollars, il n'a pas dit non, c'est pas du tout ça. Donc, il est peut-être autour de quelques millions, mais n'empêche que 20 millions de dollars, ça doit être... je suis pas sûr que son chiffre d'affaires se compte en dizaines de millions de dollars. Donc, ça fait un peu tout exploser. Ouais, et puis peut-être juste pour remettre le contexte et bien expliquer pourquoi ça peut poser problème, c'est qu'en fait, ce gars-là, il a développé une application qui permet d'accéder au service Reddit. Pour y accéder, il faut à son application, il y a des fonctionnalités payantes. Tu peux y accéder gratuitement, mais il y a des fonctionnalités premium. Là où Reddit, l'utilisation, elle est gratuite en fait. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se fait... alors il a travaillé, attention, il n'a pas rien fait, mais il se fait quelque part de l'argent sur le dos de Reddit. Et en fait, quand lui, il est payé par un client, Reddit ne touche rien. C'est aussi une partie du problème. C'est clair. Oh là là, ça sent de débat houleux dans la suite. Et donc, on a pas mal d'utilisateurs qui aiment... moi, par exemple, j'utilisais Apollo pour accéder à Reddit parce que je le trouve vachement mieux que l'application standard. Mais il y a aussi beaucoup de modérateurs. Les modérateurs, c'est les gens qui vont faire en sorte que tout se passe bien dans leur communauté, qu'il n'y ait pas de harcèlement, qu'il n'y ait pas de spam, que les discussions soient fluides et intéressantes. Et il y en a beaucoup qui sont... tous sont des volontaires et non rémunérés, utilisent les API pour mieux gérer leur communauté, notamment il y a des anti-spam automatiques, il y a des applications qui permettent de mieux trier le contenu que ce que fait Reddit. Et donc, entre le 12 et le 14 juin, il y a plus de 8000 communautés qui ont décidé de se désactiver, tout simplement. Donc, et c'est là où, de l'histoire de la grande grève, c'est là que ça a commencé un petit peu à devenir chaud. Le CEO de Reddit, lui, Steve Hoffman, apparemment, il semble pas vraiment... pour lui, il n'y a pas débat. En fait, ils doivent le faire. Et il a fait passer un mémo auprès de ses employés pour dire que pour lui, ça va être comme pour les retraites, ça va passer tranquille, faut laisser le temps au temps.
Peut-être quelques précisions en complément et dans ce qu'il expliquait, c'était qu'aujourd'hui, ce qu'il explique, c'est que Reddit, c'est un service qui a jamais gagné d'argent, en fait, qui est encore en déficit aujourd'hui. Ça a été racheté il y a quelques années par Condé Nast. Et du coup, c'est une société qui est en déficit chronique. Et en fait, permanent. Chronique. Pardon, tout à fait. Et donc, il expliquait que voilà, aujourd'hui, ça pose il y a une vraie question de business model. Et en fait, c'est avant tout une décision commerciale en disant on va pas faire payer les utilisateurs, mais par contre, les entreprises qui se servent du contenu de Reddit ou de Reddit pour faire de l'argent ou développer des modèles, il est normal de les faire passer à la caisse. C'est un peu son son de cloche. Et voilà, il dit pas non en fait au fait de travailler avec les développeurs, mais par contre effectivement, il a posé un certain nombre de conditions et effectivement il a plutôt l'impression que le mouvement va se tasser assez naturellement. Carrément. On verra en tout cas, mais ouais, en fait, je pense pour avoir fouillé un petit peu le sujet, et notamment j'ai lu le fondateur d'Apollo a rédigé un long article sur Reddit encore pour expliquer son positionnement et les échanges qu'il avait eu face à Reddit. Et apparemment, un des gros problèmes qu'il y a eu ici, c'est un gros problème de communication que ils ont dit ouais non mais ça sera actif début juillet je crois ou début août. Donc voilà, en gros, vous avez 30 jours pour vous préparer à optimiser ça. Donc c'est assez, je pense difficile. Enfin, je pense que la relation en fait entre ces applications tierces et Reddit a été un peu mal fichue. Là où quand on lit sur The Verge, on vous mettra le lien, l'interview du CEO de Reddit, où il dit ouais, on a discuté, etc. Côté développeur, on entend un autre son de cloche comme quoi ils mettent du temps à répondre, c'est assez peu clair et au final ils sont pas vraiment dans une approche constructive, alors qu'au final même, je parlais du créateur d'Apollo, lui disait que oui, pour lui ça a aussi du sens de payer pour l'API parce que Reddit paye des serveurs, il y a des appels, c'est pas magique tout ça. Il est pas contre-payé. Il est pas contre-payé, ouais, exactement. Le seul truc, c'est que là, ça a été annoncé comme hyper cher, d'un coup, sans moyen de négociation. Et donc, c'est vrai que pour des applications qui je pense, apportent quand même de la valeur aux utilisateurs, c'est dommage de casser le truc comme ça. On l'a pas dit, mais les tarifications sont généralement fonction de l'usage. Donc, plus tu utilises des API, plus tu payes. Et donc, c'est là où ça peut poser quelques problèmes. C'est pas sans rappeler un mouvement récent dans les réseaux sociaux, ce qu'a fait du coup le fondateur de Reddit, puisque c'est exactement ce qu'a fait Elon Musk il y a quelques mois avec Twitter. En coupant l'accès aux API, et donc ça a fait mourir certaines applications tierces, des clients Twitter qui étaient assez utilisés. La différence, c'est que à l'époque, les utilisateurs de Twitter ont assez peu pris parti pour déjà t'as pas cette notion de modérateur dans Twitter. Et puis en plus, les utilisateurs n'ont pas pris trop parti sur le sujet, quoi. On voit pas trop l'impact, quoi. Ouais. Oui, t'as certains power users qui étaient un petit peu emmerdés parce que leur application préférée pour checker leur Twitter, elle a été désactivée. Et du coup, ils étaient un peu emmerdés. Mais en vrai, le grand public utilise les applications officielles de Twitter, donc c'est passé assez crème. Et puis, il n'y a pas eu de prise de parti par les utilisateurs, ce qui n'est pas exactement le cas ici. Ouais, tout à fait. Donc, c'est dû un peu à la structure de Reddit, du coup, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur absolument. Donc, si vous ne connaissez pas Reddit, moi je suis fan. J'ai un compte depuis très longtemps, mais j'avoue que j'avais pas utilisé beaucoup avant, il y a 2-3 ans. En fait, c'est génial. C'est le 13e site mondial le plus visité au monde, donc énorme. Ils ont un petit peu moins de 60 millions de visiteurs par jour. Et leur point fort, c'est les subreddits. C'est si vous avez notre âge, vous avez peut-être connu l'époque des forums sur lequel on pouvait parler de jeux vidéo, etc. C'était la belle époque. Et là, c'est des sortes de forums sur un sujet vraiment spécifique. Ça peut être
génériques, genre il y a plusieurs forums Apple ou Mac User ou iPad, etc., qui sont animés par des gens sur lesquels on a des actualités, on a des demandes de genre comment je fais pour rebooter mon Mac si je n'ai plus accès au clavier, enfin, voilà des trucs comme ça. Et on peut aller jusqu'à des sujets hyper précis, genre moi je suis sur un forum d'amateurs de conserves, de sardines notamment, c'est assez marrant. Et je te connaissais pas cette. ouais, j'ai non, encore des choses à découvrir. c'est une passion très récente que j'ai découverte. Et c'est ça le point fort de Subreddit, c'est que sur Internet, en fait, si vous avez une passion, même si elle est hyper niche, eh ben vous trouverez forcément un endroit, et il y a quand même d'énormes chances qu'il y ait un subreddit qui parle de cette passion-là. Et c'est ça qui est génial. Il y en a plus de 3 millions de subreddits. Et voilà, tu l'as mis, c'est des énormes sources de connaissances, parce qu'il y a plein de gens qui posent dessus, des gens hyper calés, des gens beaucoup moins calés, mais qui vont poser la bonne question sur laquelle les gens hyper calés vont répondre. Et donc, ça permet généralement quand vous allez chercher quelque chose sur Google, il y a de fortes chances que Reddit apparaisse vraiment au top des réponses, parce qu'en fait, contrairement à un site lambda qui même s'il a optimisé à fond son SEO, sur Reddit, vous aurez les partages qui comptent, vous aurez les likes, vous aurez tous les commentaires au post initial, et c'est ça qui permet de se ranker super bien sur Google, qui va dire mais cette page-là, bien sûr qu'elle répond à 100% des besoins de l'utilisateur qui a tapé quel Mac choisir en 2023, parce qu'il y a toutes ces réponses qui sont hyper complètes. L'autre différence de fond, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un site qui va écrire un article pour répondre à une question, en fait, il va vraiment avoir une approche SEO. Donc, il va écrire sur un sujet le plus généralement dont il sait qu'il y a un intérêt en termes de SEO. Ça va intéresser des gens, ça va remonter sur Google. Tu as une vraie démarche comme ça, là où en fait les gens qui posent des questions et qui répondent sur Reddit, c'est pas du tout dans l'optique de bien être référencé dans Google, c'est vraiment dans l'optique de j'ai une question super pointue et tiens, j'ai la réponse parce que je suis sur le bon forum et donc je vais répondre. Et du coup, tu as des réponses beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus précises que les trucs un peu génériques que tu vas trouver sur des sites qui ont juste fait l'effort de bien être référencés. Et donc c'est un peu ça la différence. C'est pour ça que le contenu de Reddit est si intéressant pour les IA, pour les moteurs d'IA. Ah ouais, c'est des vrais gens qui ont rédigé et beaucoup de contenu. Et autre chose aussi à propos de Reddit, c'est lié un petit peu au SEO, c'est que pour les entreprises aussi, c'est un vecteur d'apport de trafic important, parce que vous créez un produit physique ou un service, si on commence à parler de votre service ou de votre produit en bien sur Reddit, je lisais une interview d'une directrice marketing, je sais plus sur quel produit, mais qui disait que elle avait vu, ils avaient posté, des utilisateurs à eux de leurs produits avaient posté sur Reddit. Le Reddit avait bien marché avec des gens qui commentaient, et sur leur site, ils ont vu du trafic en forte hausse qui venait justement de Reddit. Donc ça peut être super important aussi pour tous ces services-là. Et d'ailleurs, la plupart des entreprises maintenant que je connais, liées quand même très tech, ont un subreddit sur lequel les gens s'échangent des astuces, des conseils d'achat, des problèmes aussi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est externe à l'entreprise, donc ils peuvent dire à la fois du positif et du négatif. Hyper intéressant, j'avais pas l'info pour les entreprises et les pages dédiées. Ah ouais, mais surtout je pense aux US, parce que en France c'est moins utilisé, même si tu as des grosses communautés, genre France qui est énorme. Et niveau financier, ils existent depuis 2005. Ils ont levé surtout à partir de 2012. Et là, ils sont arrivés, alors je crois que la dernière levée de fonds, je sais plus, c'était 2019, entre 2019 et 2021, ils ont atteint les 1 milliard de dollars de levée pour une valorisation juste en dessous des 10 milliards de dollars. Et là, depuis quelques années, ils essayent de se faire une IPO, donc c'est-à-dire de rentrer en bourse. Ce qui pourrait être aussi en lien avec cette histoire d'API qui devient payant, parce que si vous voulez rentrer en bourse, c'est mieux pour motiver les acheteurs d'avoir des comptes dans le vert et pour montrer qu'on est une entreprise profitable. Du coup, quels sont, Rémi, les impacts de la grève et puis de ces changements là d'API que Reddit a annoncé ?
Alors, les changements, je sais pas s'il va y en avoir, mais les impacts, en tout cas, des impacts qui doivent nous faire réfléchir. Moi, ce que je pense, c'est que le coût des intelligences artificielles, alors, il est réel, certes, mais il y a aussi d'autres choses. A priori, le coût des appels API est quand même très élevé. Et donc, ça peut être une manière un peu détournée de dire, vous, les applications externes, vous pouvez jeter l'éponge, arrêter de nous utiliser. Comme ça, l'entreprise, donc Reddit, pourrait garder la main sur le fil d'actualité en fait de l'application, donc ce que voit l'utilisateur. Et on pourrait imaginer que, comme en suivant l'exemple de Twitter ou Facebook, c'est plus les choses auxquelles vous êtes abonné qui vont s'afficher, mais ça peut être les choses décidées par l'entreprise et par exemple pousser plus de pubs, pousser des posts qui sont plus favorables à je sais pas, des annonceurs qui postent sur Reddit pour leur donner envie de plus revenir. Bref, de changer un petit peu cette communauté en mettant plus la pub en avant que le contenu que sont venus chercher les utilisateurs. Et donc, en faisant ça, un peu pourrir l'expérience. Et l'autre élément, c'est que dans la notion de pourrir un peu l'expérience, les gens, Reddit, tout le contenu, il est créé par les utilisateurs. Et la chose très importante pour fédérer ces communautés, pour faire en sorte qu'elles soient sympas, que les gens aient envie d'aller poster, qui se sentent bien, c'est qu'il y a des modérateurs. Et ça, c'est une armée de volontaires qui sont non rémunérés, bien sûr, qui sur leur temps libre vont venir animer les communautés, et sachant que le but c'est que la communauté soit active, qu'il n'y ait pas de comportement toxique, mais aussi des trucs plus classiques, genre ne pas avoir de spam, pour être sûr que les contenus qui sont postés soient riches. Et pour ça, ils utilisent pas mal d'accès à des outils externes qui utilisent du coup les API, et qui potentiellement vont mettre la clé sous la porte parce que ça serait trop cher. Reddit, d'un autre côté, a dit ouais, mais vous inquiétez pas, on va mettre en place des outils pour vous aider, sauf qu'a priori, d'après pas mal de modérateurs, ce genre d'annonce avait déjà été faite et il n'y a pas eu de résultat. Donc c'est vrai que c'est très confortable pour Reddit, étant donné que ils ont finalement des gens qui bossent pour la santé de la plateforme et son développement de manière complètement bénévole. Et du coup, voilà, ça fait que c'est une plateforme qui est plutôt, je veux dire, saine. Il y a quand même des subreddits un peu chelous, mais ça fait un truc qui s'auto-régule finalement correctement, et sans que ait à gérer une équipe de modérateurs. Exactement. Parce que au contraire de Facebook, alors peut-être de Twitter à une époque, mais maintenant c'est fini. Chez Facebook, tous les modérateurs, ils sont rémunérés par Facebook pour nettoyer le contenu. Donc voilà, là le risque d'en voir partir certains, pas mal, on ne sait pas combien vont partir, c'est qu'il y ait plus de spam, qu'il y ait des discours de haine, donc ça soit un environnement beaucoup moins bienveillant qu'actuellement. Ok, du coup, c'est quoi pourquoi c'est un sujet important, Rémi? Je te pose la question, mais j'ai une partie de là. Ouais. Je me demanderais si seulement j'avais la réponse à cette question. Non, c'est hyper important parce qu'en fait, ça touche pas seulement Reddit. En fait, c'est toutes les plateformes. En fait, c'est un sujet qui devrait, qui doit être pris en main par les utilisateurs finaux de tout ce type de plateforme, que ça soit Twitter, Facebook, Pinterest, en fait, toutes les plateformes dont les utilisateurs créent du contenu pour faire vivre les plateformes. Toi, ça serait quoi, toi, pourquoi tu penses que c'est important? Non, c'est effectivement important parce que, comme tu dis, d'un côté, tu as des utilisateurs qui finalement sont le moteur de la plateforme. Sans les utilisateurs, il n'y a pas de plateforme. Et en même temps, tu te rends compte que aujourd'hui, voilà, les plateformes, elles peuvent avoir des choix unilatéraux qui finalement impactent le fonctionnement de la plateforme et sur lesquels, voilà, quels sont quel est l'équilibre des pouvoirs, qui décide en premier lieu? Est-ce que c'est ceux qui payent tous les jours et qui sont propriétaires de la plateforme, ou est-ce que c'est les utilisateurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des manières finalement de donner du pouvoir aux utilisateurs en faisant un peu
des actionnaires de la plateforme. Enfin, tu vois, il y a des choses peut-être à imaginer, mais là, on se rend bien compte que tu as un écart entre des choix qui sont faits par les dirigeants de la plateforme et les utilisateurs. Et donc, ça pose un vrai sujet parce qu'il y a un déséquilibre dans la mesure où les utilisateurs sont pas payés pour ce qu'ils font. Je te parle pas de la personne qui contribue, qui poste un truc et qui pose une question. Je te parle vraiment des gens qui prennent du temps pour modérer la plateforme et qui contribuent finalement à ce que ça tienne, à ce que tout ça tienne. Et du coup, ça, effectivement, comment tu maintiens un équilibre quand ces personnes-là ne sont pas rémunérées et que finalement elles n'ont aucun droit sur l'évolution de la plateforme et que de l'autre côté tu as des impératifs que tu peux entendre qui sont des impératifs de rentabilité. Il y a un équilibre effectivement à trouver et cette question-là pourrait se poser pour tout un tas de réseaux sociaux. Surtout que Reddit a un modèle qui repose sur la pub, mais peut-être de manière un peu moins, je sais pas s'il y a des abonnements par exemple ou quoi, mais je trouve que c'est en termes de monétisation, ils sont un petit peu moins développés en termes de réflexion que d'autres réseaux. T'as pas des entreprises beaucoup qui font de la pub sur Reddit par exemple, quoi. Je suis pas certain, j'en vois pas. Enfin, je fais pas très gaffe en vrai. Mais c'est peut-être le problème si tu vas sur Reddit et que tu ne vois pas la pub, peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas très bien fait du côté de Reddit. T'as un sujet d'immersion dans le contenu aussi, et puis c'est là où les applications de tiers pouvaient avoir un intérêt parce que elles pouvaient être ne pas te faire apparaître les pubs. Et tout ça, on voit bien que c'est un écosystème qui est quand même pas mal remué par cette histoire, et du coup ça s'interroge sur son futur. Et toi, Rémi, ton avis? Que ça interroge en fait de manière plus globale, comme tu l'as dit, sur le financement des réseaux sociaux, quoi. Parce que moi, l'exemple que j'avais en tête, c'est à l'époque, je vais reparler des forums, j'aime bien, ça me rappelle quand j'étais jeune. En fait, la plupart de ces forums, ils étaient adossés à des médias, donc sur les jeux vidéo, le cinéma, et ça coûtait assez peu cher en termes d'usage à faire tourner. Vous êtes à un serveur normal, ça peut-être 50 €, 100 € maximum par mois. Même si t'as un média qui est pas bien riche, ça le fait, quoi, parce que tu peux animer ta communauté, ils sont là, tu sais que dès que t'as quelque chose à montrer, ils vont pouvoir le voir. Mais là, on est passé sur des échelles qui sont énormes. Enfin, quand tu vois 60 millions d'utilisateurs journaliers, il faut un sacré serveur parce que t'as des mecs qui vont naviguer de page en page, qui vont importer des fichiers, des vidéos qui peuvent être super lourds, les gens qui vont consulter en temps réel. Quand je like quelque chose, il faut que ça soit liké en temps réel. Donc là, on est passé à une autre échelle. Et donc, d'un côté, on a les utilisateurs qui créent du contenu gratuitement, les modérateurs qui modèrent gratuitement, et de l'autre côté, on a l'entreprise qui va mettre à dispo la plateforme, alors gratuitement, la plupart du temps, si on compte Facebook, Instagram ou Reddit, et le moteur qui va leur permettre de gagner des sous, ça va être 90%, ça va être de la pub. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, et ça on le voit sur Facebook ou Meta, c'est qu'ils entrent dans la spirale infernale il faut être rentable, il faut gagner des sous, il faut gagner encore plus de sous, et ça se fait souvent au détriment du consommateur, parce que le but, ça devient de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur la plateforme pour qu'il voit le plus de publicité possible. Et donc, on a beaucoup une expérience qui va être altérée, tout en poussant des consommateurs qui sont pas forcément positifs. Je sais pas, notamment sur Facebook, tu as pas mal d'études qui ont montré que c'est les discours négatifs ou qui poussent à la haine, qui vont t'interroger négativement, t'alpaguer, mais plutôt négativement, qui poussent les gens à interagir, à cliquer et à commenter. Et moins que les positifs, genre ce bébé éléphant vient juste de naître aux eaux de Paris. Bon, ça, les gens, ils vont liker, c'est mignon, c'est cool, mais tu auras beaucoup moins de réactions. Et donc, ça, c'est négatif. Donc, est-ce qu'il y a des autres voies? La première, en fait, pas tellement, parce que la première, c'est l'abonnement. Mais alors, je sais pas si toi, t'en as en tête, mais moi, j'ai aucune idée ou exemple d'un site sur le principe un petit peu du réseau social qui fonctionne bien avec des abonnements. Il y a Twitter qui a essayé de les lancer, mais le seul exemple que j'ai en tête, qui est en partie un réseau social, désormais, je pense qu'on peut le considérer comme ça, c'est OnlyFans.
C'est ouais. en fait C'est vrai. c'est des plateformes dans lesquelles tu as des créateurs de contenu qui animent une communauté et dont l'essentiel du contenu se fait derrière un paywall. Et donc c'est le seul modèle vraiment qui est vertueux aujourd'hui, dans le sens où en mettant l'essentiel du contenu derrière un wall de pub et en tirant sur les instincts un peu primaires des utilisateurs, ça encourage à sortir la carte. Après, des modèles un peu hybrides, non, j'ai envie de te dire, ceux qui s'en sortent pas trop mal, en fait, sont ceux qui font reposer leur monétisation sur autre chose que juste de la pub. Et le seul bon exemple que j'ai en tête aujourd'hui, moi, c'est LinkedIn. Ouais. Alors, je sais pas si techniquement il y a quand même pas mal de pubs, mais ouais, je sais pas. Ouais. Mais comme tu as en fait les entreprises qui peuvent payer pour avoir des pages, tu as les utilisateurs, notamment les commerciaux, qui peuvent payer pour avoir des comptes premium et avoir un peu plus d'accès. Ouais. En fait, tout cet écosystème peut finalement contrebalancer les 99% des gens qui n'ont pas à payer. Et donc voilà, ça c'est un modèle qui peut fonctionner sans être trop intrusif. Mais passer ces deux extrêmes, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Effectivement, tu te rends compte que il faut vraiment apporter beaucoup de valeur pour permettre pour offrir un truc à payant. Et à la rigueur, vaut mieux commencer payant et être full payant pour finalement que les gens aient pas à se poser la question entre l'équilibre, le gratuit payant, parce que voilà, la pub elle est intrusive, mais ça reste pas comment dire, c'est pas un moyen aujourd'hui de la pub qui est suffisant pour avoir envie de payer pour un abonnement. Ouais. Et même sur YouTube, c'est super intrusif. Voilà, je pense que on est peu à payer, une fois que tu as sauté le pas, à mon avis, tu reviens pas en arrière. Mais, ouais, peut-être. Mais pour autant, la majorité des utilisateurs se contentent des pubs parce que flemme, quoi. Bah, ouais. Et ils veulent pas payer l'équivalent d'un Netflix pour regarder des vidéos YouTube, même si potentiellement ils peuvent passer plus de temps sur YouTube. Donc en fait, voilà, il y a un sujet sur le modèle et là, voilà, je sais pas comment cette histoire va terminer. Je sais pas si la position du coup de l'éditeur peut tenir. Je pense qu'il a plus à perdre que les modérateurs et ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, voilà, est-ce qu'il va continuer sur sa ligne? Est-ce qu'il va essayer d'apaiser son dialogue? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va s'évaporer? Je pense qu'on aura la réponse dans quelques semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, l'issue de ce conflit est quand même assez incertain. Ouais, et carrément. La particularité par rapport à Twitter, c'est vraiment que tu as des utilisateurs qui font vivre la plateforme, qui sont au milieu. Donc, ça joue pas mal en termes de rapport de force quand même. Ouais, c'est sûr. Mais encore faut-il que... Enfin, moi, ce qui est triste après, c'est que je pense qu'il y a des chances que ça puisse passer, comme leur dit le CEO, que au final, ça fasse des vagues. Les modérateurs qui sont vraiment contre ça, ils s'en vont. Et ils seront peut-être remplacés par d'autres. Ouais, mais se pose la question toujours de où aller, quoi, parce que ils arrêtent. Ah oui, donc tu veux dire s'ils remontent une communauté ailleurs, ouais. Ouais. Je sais pas, sur d'un réseau social décentralisé. C'est un vrai sujet parce que voilà, on peut faire référence à notre épisode sur les faits divers, mais on se rend bien compte que dans la pratique entre un truc effectivement qui reproduit des fonctionnalités et le fait de déplacer une communauté, surtout quand l'essentiel du contenu fait la valeur de la plateforme, en fait c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. C'est pas un problème technique en général. Non, c'est sûr, parce que pour moi c'était une autre voie, un réseau social décentralisé sur lequel chacun héberge ses propres données, mais le problème c'est que c'est difficile à mettre en œuvre, et donc c'est sur Reddit, tu veux t'inscrire, tu y vas, tu donnes ton email, tu mets un pseudo, un mot de passe et c'est bon, c'est fait. Bah oui, c'est ça, exactement. Donc c'est simple, c'est efficace, et pour l'instant on n'a pas trouvé mieux, quoi. Donc on va voir. Affaire à suivre, Rémi. Exactement. Peut-être qu'on fera un épisode de suivi sur les alternatives à Twitter qui peuvent aussi potentiellement être des alternatives à Reddit, à LinkedIn ou autre. Une fois que tout ça, pour l'instant, il y a quelques petits mouvements, mais rien de bien foufou. Et en tout cas, on n'a pas vu un mouvement massif des utilisateurs de Twitter vers d'autres plateformes. Donc, on va voir. Je confirme. Écoute, nickel. Merci pour ce sujet. En tout cas, c'était hyper intéressant. On va suivre ça de près. Ouais. Et puis, attends, une question. Greg, tu utilises Reddit, toi ? Écoute,
Pas assez en fait, je pense. Je l'ai utilisé pour de la veille sur certains sujets très. Mais j'ai jamais posté quoi que ce soit. J'ai jamais. Voilà, faut savoir ce que tu cherches en fait pour aller taper au bon endroit. C'est un endroit où tu peux passer pas mal de temps en fait. Oui. Et c'est un endroit. Alors ça peut intéresser certains. C'est un endroit où en fait naissent beaucoup de choses. La Reddit. Je pense que c'est peut-être peu su, mais dis-toi que l'essentiel des mèmes que tu vois sur Twitter. Et qui des fois génère même des articles, etc., dans les sites que tu as l'habitude de consulter, pas que des mêmes, des infos aussi, ça vient souvent d'une discussion Reddit, d'un commentaire sur Reddit. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. C'est, je trouve, la source de beaucoup de choses, mais ça se sait assez peu, parce que ça n'a pas cette cette chambre de résonance, et puis ça a une interface un peu particulière, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui naissent sur Reddit, donc d'où l'importance aussi de cette plateforme. Et c'est pour ça que c'est beaucoup, je trouve, en tout cas en France de manière certaine, mais peut-être un peu aux US aussi, mais c'est quand même une plateforme c'est pas une plateforme mainstream, quoi. Quand on parle de 60 millions d'utilisateurs, on n'est pas sur YouTube ou TikTok, on est sur un truc quand même d'initié, mais qui dit beaucoup de de l'histoire du web aujourd'hui, de la culture, et c'est là que beaucoup de choses effectivement naissent, donc plateforme importante. Et toi, donc, du coup, tu disais, Rémi, que... Ouais, moi j'utilise, j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien, enfin, surtout par la richesse d'informations, on peut trouver des trucs qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs, notamment, je sais pas si tu te souviens, j'avais acheté une tablette Inks ou Android, et comme c'est exactement le type de truc, c'est un sujet un peu obscur, un peu niche, j'ai réussi à trouver, exactement. Et du coup, j'ai réussi à trouver les réponses d'un utilisateur qui vivait aux États-Unis, qui avait posté ça. Moi, j'ai trouvé aussi une solution à un problème que j'avais, je sais plus ce que c'est, qu'est-ce que c'était, bref, peu importe, une solution technique, parce qu'ils ont une interface qui est un peu pourrie, et donc il fallait aller cliquer dans un sous-menu d'un truc qu'on aurait dû avoir juste en cliquant dans le menu. Et donc j'ai posté ma réponse, et depuis, t'as 2-3 personnes, donc ça fait que dalle à l'échelle du monde. Mais n'empêche que, comme on n'est pas beaucoup à l'avoir, tu as 2-3 personnes qui ont réussi à trouver la réponse à leur solution via Reddit, quoi. Donc et elles savent que c'est là que la question va se poser, et c'est là qu'il faut y répondre. Mais même, c'est ça qui est intéressant avec cette plateforme. Comme c'est bien référencé dans Google, c'est peut-être via Google qu'ils m'ont trouvé et qu'ils sont allés sur Reddit et ils ont pu me répondre, quoi. Donc c'est vraiment stylé comme plateforme. Génial. Et si vous avez donc des passions hyper niches, n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus, vous allez trouver plein de copains. Exactement. Belle conclusion, Rémi. Du coup, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Exactement, un sujet qui va être, j'imagine, super intéressant. C'est comme toujours. Salut Rémi. Salut, ciao. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtailleb.substack.com et lebrief.tech.